Vu d'en haut, Beyrouth semble calme. Mais au cœur de la ville, c'est l'effervescence en ce jour d'élection. Dans ce pays très divisé religieusement et qui a été ravagé par la guerre civile, chaque communauté donne ses voix au parti qui défend son clan. J'espère que Saad Hariri va gagner aujourd'hui. En bleu, le parti des musulmans sunnites. En jaune, le Hezbollah, le parti islamiste chiite. Et en blanc, les chrétiens. Pour la première fois, des candidats se sont présentés sans aucune étiquette religieuse. Avec sa liste de la société civile, Joumana Haddad pensait avoir gagné son siège de député. Je me suis réveillée ce matin et je ne suis plus la gagnante. Mais on va se battre contre cette décision, parce que ce n'est pas juste. D'abord annoncée gagnante, Joumana a dû laisser son siège à son adversaire, membre d'un parti traditionnel. On doit refaire le comptage. On ne veut pas que ce soit vous qui fassiez ce comptage. Les corrompus n'ont pas le droit de compter les voix. Pour assurer la stabilité de ce pays, le pouvoir est partagé entre les trois grandes confessions. Les chrétiens ont toujours la présidence de la République, les sunnites le poste de Premier ministre et les chiites la tête du Parlement. Du coup, rien ne bouge. Toujours les mêmes s'accaparent le pouvoir. Ce système qui favorise la corruption, les jeunes comme Abir n'en veulent plus. Je crois que la plupart des gens qui ont voté pour les mêmes candidats sont des gens qui pour eux, ce qui est important, c'est la religion et non pas le pays. C'est les sunnites contre les chiites, les druzes contre les chrétiens. Genre, c'est juste une guerre de pouvoir religieux, si tu veux. Abir aimerait que son pays cesse de se diviser religieusement. D'ailleurs, dans son café, elle ne demande jamais à ses clients en quoi ils croient. C'est pas une question que moi j'aime, genre, je ne pose pas cette question, c'est vraiment pas du tout un critère. Les clients d'Abir ont en commun d'appartenir à la classe moyenne libanaise. Tom, j'oublie toujours, tu veux un ou deux cafés? Ils souhaitent tous pouvoir vivre leur jeunesse dans l'insouciance, loin des tensions. Ma famille, par exemple, on me dit peut-être qu'il va y avoir une guerre ou, je sais pas, Hezbollah, ils sont en train de dire que peut-être qu'il va y avoir une guerre avec Israël. Donc c'est toujours, genre, tu entends toujours ces choses-là. Parce que pour moi, personnellement, genre, ça me dit plus grand-chose. Tout le monde est fatigué, on ne peut plus faire la guerre. Il n'y a plus cette mentalité, surtout chez les jeunes. Des jeunes désabusés, mais pas résignés. S'ils voient parfois leur avenir ailleurs, ils restent très attachés à leur pays. J'aimerais bien vivre au Liban, j'aimerais bien avoir espoir dans ce pays, mais je vois aussi les choses telles qu'elles sont et je vois très bien que ce n'est pas... Je ne pourrais pas réaliser tous mes rêves si je reste ici. Pourquoi ces jeunes Libanais veulent-ils quitter ce pays? Le Liban, un petit bijou de la Méditerranée, tout juste grand comme la Gironde. C'est une mosaïque de communautés, musulmanes, chrétiennes et druzes, qui n'ont pas toujours su cohabiter. Le pays du Cèdre a été ravagé par une guerre civile entre 1975 et 1990. Une guerre qui a fait 150 000 morts. Le Liban connaît toujours des tensions aujourd'hui. Au nord, à Tripoli, c'est l'armée qui empêche des voisins de s'entretuer. Deux communautés musulmanes se détestent et se tirent dessus régulièrement depuis 30 ans. Là, c'est chez eux, chez les autres. Chez nous, c'est par là, tous ces immeubles. Mon cousin Nader, il a été tué là-haut par un sniper. Ça, c'est un RPG. Des trafiquants vendent des armes à toutes les communautés. Il y a des armes partout au Liban, tout le monde a une arme. Au-delà des tensions intérieures, la stabilité du Liban est aussi menacée par sa position géographique. Avec la guerre en Syrie, le pays voisin, le Liban se retrouve à gérer 1 million de réfugiés syriens sur son sol. Cela représente 1 habitant sur 6 au Liban. Georges est chrétien. Il est élu d'une banlieue de Beyrouth. Il a peur pour l'équilibre de son pays. On est maintenant à 35% de chrétiens et 65% de musulmans. Et avec les Syriens, ça va monter. Autre enjeu pour le Liban, sa frontière avec Israël au sud. Là-bas, de là-haut, les Israéliens descendent pour attaquer les habitants et les terroriser. Le Hezbollah, le puissant parti chiite islamiste qui participe à la gestion politique du pays,
a aussi sa propre milice. Une milice qui jure qu'elle veut détruire Israël. Israël est notre ennemi. Le Coran dit qu'il faut les combattre. Malgré les menaces de guerre et les divisions communautaires, de nombreux expatriés décident de renouer avec leurs racines, par amour pour leur pays. C'est le cas de Valdemar. Il vivait à Paris, il est architecte et dans ses créations, il mélange les différentes cultures du Liban. Ce kaléidoscope de culture, ça apparaît justement là, quoi. Les tensions n'empêcheront pas les Libanais de cultiver le sens de la fête. On a vécu la guerre, on est passé par beaucoup de choses difficiles. Mais on aime toujours la vie, on veut s'amuser, on veut vivre pleinement. Michel Eleftériades est le roi des soirées branchées de Beyrouth. Aucun conflit ne lui fera fermer ses établissements. En été, on faisait des soirées sur la terrasse, on pouvait voir les obus voler. Le Liban, un volcan qui gronde mais n'explose pas. Au premier coup d'œil, il est facile de comprendre pourquoi les Libanais sont si attachés à leur pays. Au soleil couchant, les Beyrouthins aiment se balader sur la promenade le long de la mer, que l'on appelle la corniche. On fume le narguilé entre amis. Les enfants jouent dans l'eau. Mais à y regarder de plus près, c'est au milieu des immondices qu'ils barbotent. Un véritable scandale écologique. La mer Méditerranée est polluée. Le problème vient de ces montagnes d'ordures qui tombent dans l'eau. Eh les gars, vous avez vu? On a récupéré plein de choses aujourd'hui. Seuls quelques chiffonniers collectent un peu de la matière recyclable. Au Liban, les poubelles sont entassées sans aucun tri sélectif. Plastique, ordures ménagères, ferraille, tout est mélangé. Un militant écologiste, Wadi, a décidé de dénoncer cette catastrophe. Régulièrement, il contrôle le site de la décharge de Bourg-Jamoud. Ce qui vient là, oui, ça c'est des poubelles dans ces gros camions. Cette décharge est située en bord de mer, sur la côte de Beyrouth. Nous pénétrons sur un site sensible, très surveillé par les renseignements de l'armée. Wadi est nerveux. Attention au camion. À mon avis, il ne faut pas s'étonner si d'ici 10 minutes, on va les voir débarquer parce qu'on filme. Ces camions-bennes ne transportent pas de la terre, mais de vieilles ordures compostées. Et leur balai incessant a un but bien précis. En fait, ces camions-là, on voit c'est des poubelles macérées qui sont là depuis des dizaines d'années. Donc, ils vont les mettre dans l'eau. Pour faire des remblais. Pour faire des remblais, pour gagner de la terre sur la mer, pour remettre des poubelles au-dessus. La vieille montagne de poubelles compostées au centre de l'image est évidée par les tractopelles. Cette terre souillée est ensuite tassée au milieu de ces ballots blancs de déchets plus récents. L'opération permet ainsi de créer cette large avancée artificielle sur la mer. Ce terrassement d'ordures est en contact permanent avec l'eau et crée ce nuage marron très visible du ciel. Ils n'ont pas fait de barrière par rapport avec la mer, ils n'ont pas fait de coupure nette. Et donc quand les poubelles étaient tassées, le jus il repartait dans l'eau. Donc ce qui fait que ça fait fuir le poisson à plusieurs kilomètres. Toutes les eaux du Liban sont fortement polluées, les rivières comme la mer. Là, la pollution dans l'eau, elle est énorme. C'est ce que confirme ce rapport de l'Institut de recherche agronomique libanais. Entre 2016 et 2017, la pollution microbiologique et aux métaux lourds reste élevée. La pollution chimique, elle, a augmenté en 2017. Pour Wadi et les pêcheurs du coin, c'est un véritable massacre écologique. Il n'y a plus de poissons. Tous les bateaux qui sont sortis rentrent bredouille. Ce mois-ci, c'est pire que tout. C'est catastrophique. Nous avons été repérés. Cette voiture grise qui file vers nous, ce sont les services secrets de l'armée. Nous devons quitter les lieux au plus vite et couper la caméra. Car derrière ce scandale écologique se cacherait de la corruption politique. Selon Wadi, l'État laisse pourrir la situation car les sociétés de gestion des déchets arroseraient les grands partis politiques. La société qui gère les poubelles surfacture à l'État ses prestations. En échange de cette surfacturation, elle va financer les partis politiques via des sociétés de communication, des sociétés de conseil, de contrôle. Selon lui, ce système de corruption profiterait à tous les partis. Il passerait aussi par des emplois fictifs. Les sociétés de traitement de déchets
emploie des milliers de personnes et ces emplois sont politiques, c'est-à-dire on va demander à chaque parti politique ou à chaque leader politique de présenter des gens ou d'envoyer des CV. Je vous ai trouvé du travail, donc vous allez travailler pour le parti. Pendant les élections, vous allez travailler pour moi. Vous allez m'amener des électeurs. Toute votre famille va voter pour moi. Donc c'est du pur clientélisme. Nous avons sollicité une interview du ministre de l'écologie. Nous n'avons obtenu aucune réponse. Cette technique de terrassement avec des poubelles a déjà été utilisée dans les années 90 pour créer cette zone sur la mer. Elle a permis d'agrandir le centre de Beyrouth car la ville étouffe sous une forêt de buildings. Il faut loger 2 millions de personnes. Plus d'un tiers de la population du pays vit dans la capitale et ses banlieues. Mais pour édifier toujours plus de mètres carrés en hauteur, très rentable pour les promoteurs, d'anciennes demeures qui méritent d'être protégées et rénovées sont abandonnées et détruites. Valdemar est architecte. Cette démolition du patrimoine libanais le révolte. Par rapport aux techniques qu'on utilise pour réussir à démolir les bâtisses anciennes, on préserve les façades comme ça, on construit derrière tout un grand immeuble. Une fois que l'immeuble est presque clôturé, on dit qu'un accident a eu lieu, paf, les vieilles façades tombent et on a un bâtiment tout récent derrière. Et c'est comme ça que, parcelle par parcelle, on est en train de gratter le patrimoine jusqu'à sa disparition totale. À 43 ans, ce franco-libanais qui a vécu à Paris a fait le choix de revenir dans son pays natal. Tu as imprimé les plans ? Valdemar se bat pour préserver les bâtisses centenaires dont l'architecture mélange toutes les cultures du Liban, chrétienne et musulmane. Ce que tu peux voir ici, c'est un peu le type de plafond qui était dans les maisons anciennes levantines. Quand on fait de la rénovation à l'identique de l'ancien, on utilise un peu ces techniques. Lorsqu'il restaure des maisons anciennes, Valdemar fait appel à son ami Camille. Salut, salut. Ça va? Ah, bien occupé aujourd'hui, je te dérange pas? Camille et Valdemar se sont connus sur les bancs de la fac d'architecture. Camille a repris l'entreprise familiale, vieille de 150 ans. Après, il ponce tout. Camille est spécialisée dans l'artisanat d'art et restaure les intérieurs orientaux d'anciennes maisons. Camille et moi, nous avons une passion commune pour la perpétuation du patrimoine local. Nous pensons fortement que le patrimoine architectural est un liant entre les communautés. Généralement, ça émanait d'artisans qui avaient des identités propres et c'est ça qui constitue le patrimoine local. Pour les deux amis, ces savoir-faire ancestraux font l'identité de leur pays. Il faut donc les valoriser. Ça, c'est une merveille, ça. C'est très contemporain, ça. Hein? Peut-être que tu utiliseras cette technique dans un de tes prochains projets. Ouais, j'espère bien, je touche du bois. Pour un projet extraordinaire. Carrément. Je travaille sur un truc. J'ai un client potentiel qui serait intéressé de reprendre une maison à 2 étages. Rénovation complète. On est là. Et là, bien sûr. On va se lâcher. Parce que là, il aura le budget. Il faut le budget. Ouais. Reste toujours là. Valdemar a de nombreux chantiers en cours. Cet après-midi, dans le sud du pays, l'architecte doit contrôler l'avancée d'un de ses projets. On arrive vers la ville de Saïda et on monte dans les hauteurs un tout petit peu, à quelques 300 à 400 mètres d'altitude. Comme souvent au Liban, nous passons de villages musulmans en villages chrétiens. C'est sur ce flanc-là, de ce côté-là, on voit les maisons. Sur une petite collinette, tu vas voir maintenant. Avec ce projet, Valdemar modernise l'architecture libanaise. Son client s'appelle Salem. Il possède une compagnie de jets privés. Pour ce projet d'envergure, Valdemar a conçu ce promontoire suspendu au-dessus de la vallée. Tu as senti? Tu sens les vibrations? Ah oui, j'ai senti. Si tu veux, c'est un peu la signature de ce projet. C'est la volonté de Salem de faire ça. Il n'y a pas de fonction précise à part la méditation sur cet endroit. Fumer un cigare. Bien entendu. Salem vit entre la France et le Liban.
C'est pour sa famille qu'il a conçu ce domaine à un peu plus de 2 millions d'euros. Mon épouse, elle est de cette région. On avait vu le terrain, on a eu un coup de foudre. J'ai fait ce projet pour mes enfants. J'ai 2 filles et un garçon, donc on a 3 maisons. C'est pour un petit peu sortir de la ville. Si ce pont est atypique, le reste de la construction reprend lui les codes de l'architecture libanaise classique, avec des matériaux et des techniques modernes. La corniche ou le linteau ou les colonnades, tout ça, ce sont des éléments architectoniques qui sont inspirés des éléments architectoniques traditionnels de l'architecture libanaise et qui sont retranscrits avec une manière contemporaine, avec un matériau contemporain. Tous les détails décoratifs de cette architecture sont en béton brut. Mais voir son projet petit à petit sortir de terre n'est pas la seule chose qui réjouit Valdemar. Voilà, ça marche plutôt très bien tout ça. Les membres de son équipe sont de toutes les confessions. Et c'est sa plus grande fierté. Je suis vraiment content de notre travail collectif. Ici, tous ensemble, on crée une nouvelle identité libanaise. Pour la première fois dans ce pays. Ce melting pot, ce patchwork, ce kaléidoscope de culture, ça apparaît justement là, quoi. Et c'est ça le Liban? C'est ça le Liban, bien sûr. Le mélange de cultures que nous avons ici, c'est ça notre force. On vient de régions différentes, de religions et confessions différentes, et on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble à tous. C'est ça le truc, ça nous ressemble à tous. Merci à tous les gars. Salut. Valdemar veut être confiant dans l'unité de son pays. Mais le Liban reste très morcelé. Le sud est aux mains du Hezbollah chiite. Le parti islamiste a planté son drapeau jaune à la mitrailleuse verte tout le long de la frontière avec Israël. Dès sa création en 1982, sa mission principale est de combattre l'État hébreu. Sa milice est financée et armée par l'Iran, le grand frère chiite. Une force paramilitaire redoutée que l'on dit plus puissante que l'armée régulière libanaise. Pour tenter de maintenir la paix, depuis 40 ans, les casques bleus de l'ONU sont présents dans cette région. Une zone de démarcation a été établie entre les deux pays. Je vais lui montrer la mission. 11 000 casques bleus de la FINUL, dont 600 soldats français, la surveillent nuit et jour. Tu le traduis là. C'est dans ce secteur-là qu'on va faire des points d'observation. Les soldats de l'ONU aident les bérets noirs de l'armée libanaise à reprendre le contrôle de ce territoire dominé par le Hezbollah. C'est eux qui protègent leur territoire. Nous, on est juste là en appui pour assurer le maintien de la paix. Et ça nous permet aussi de participer à leur montée en gamme. Go, yalla, yalla, yalla. À terme, l'armée libanaise doit pouvoir gérer seule cette zone de conflit. La patrouille longe côté libanais la fameuse zone de démarcation tracée par l'ONU en l'an 2000. C'est bon, top. Débarcation. Laissez les casques. Pour faire un point d'observation, ici c'est typiquement le genre de secteur qui nous intéresse. Et on voit toute la blue line et ses abords. Donc là vous voyez les blue points, là, les bidons bleus là, qui démarquent la ligne entre le Liban et Israël. Cette blue line doit rester neutre. Mais sur toute une partie, Israël a entrepris de construire en début 2018 un mur de béton de 7 mètres de haut. Une provocation pour l'État libanais. Là, c'est la construction des murs qu'ils sont en train de faire de l'autre côté. Avec cet édifice, Israël dit vouloir se protéger du Hezbollah et de ses incursions. Les casques bleus scrutent cette zone 24 heures sur 24, sans pourtant jamais le croiser. Le Hezbollah, est-ce que vous le voyez, vous? Non, négatif. La milice du Hezbollah reste invisible. Aujourd'hui, l'organisation est aussi un parti politique respecté au Liban. Son chef, Hassan Nasrallah, a réussi à l'installer au cœur du pouvoir. Le Hezbollah a même son propre musée, à Mlita, dans la montagne, au sud du Liban. Le service de presse du parti nous encourage chaudement à le visiter. Ahmad Mansour, le responsable de la communication du musée, sera notre guide. Là, vous voyez le symbole du tombeau de l'ennemi israélien. Si vous revenez chez nous, le Liban sera votre cimetière. C'est le message que nous envoyons aux envahisseurs.
Ce mémorial se veut être une œuvre d'art à la gloire du Hezbollah, qui met en scène les prises militaires de la guerre de 2006. Là, on arrive sur le lieu où les combattants de la résistance vivaient pendant les combats. Avant d'être reconverti en parc d'attractions, Mlita était un poste militaire avancé du Hezbollah. Depuis cette forêt, la milice islamiste harcelait Israël pendant l'occupation du sud du pays, de 1982 à 2000. Un tunnel de 200 mètres de long a été creusé dans la roche pour se protéger des bombardements israéliens. Ce bunker disposait d'un poste de commandement, d'une salle de prière, ainsi que de caches d'armes. Ahmad Mansour n'emploie jamais le mot Hezbollah. Il lui préfère celui de résistance, plus vendeur. On emploie le terme de résistance pour que les gens comprennent plus facilement ce qu'est le Hezbollah. Et puis c'est comme ça que le Hezbollah veut être perçu. Depuis son ouverture en 2010, le parc à thème du Hezbollah a accueilli plus d'1 600 000 visiteurs, dont de nombreux Iraniens qui sont ici comme en pèlerinage. Les fonds du Hezbollah ne viennent pas des produits dérivés vendus à la boutique du musée. L'Iran finance abondamment le parti de Dieu libanais. Je suis venu d'Iran, exactement d'Ispahan. Il est important pour moi de connaître l'histoire de la guerre entre Israël et le Liban. Je veux comprendre comment les jeunes Libanais ont réussi à tenir face à l'ennemi sans aucune arme et comment ils ont combattu seulement avec leur croyance en Dieu. Le service de presse du Hezbollah nous envoie maintenant à Maïs el-Jabal, un village chiite situé à la frontière avec Israël. C'est un fief du parti islamiste. Dès l'entrée, nous sommes priés de suivre cette berline noire jusqu'au grand bureau de Monsieur le maire. Israël essaye de nous terroriser, de nous chasser de nos terres. Mais nous disons haut et fort, non. Nous résistons avec un moral d'acier. À Maïs al-Jabal, en l'an 2000, nous avions 1300 foyers. Aujourd'hui, en 2018, il y en a 4500. Tous ces nouveaux foyers sont autant d'arbres de la résistance qui sont plantés chaque jour. Ce que dit le maire, c'est que le Hezbollah ne lâche pas un pouce de terrain à l'ennemi. Au contraire, avec l'aide financière du parti, de nouvelles maisons sortent de terre, à quelques mètres à peine des barils bleus qui délimitent la frontière avec Israël. La berline noire nous accompagne maintenant chez Layal, une jeune étudiante en philosophie. Layal est née dans cette maison qu'elle ne quittera pour rien au monde. Mets les fleurs sur la table. Sous le portrait de leur leader, Hassan Nasrallah, la jeune fille et sa mère se souviennent de la dernière guerre avec Israël. Même si leur maison a été bombardée, elles ont une confiance aveugle dans le parti chiite. Chaque maison détruite ou touchée a été reconstruite. C'est la mairie qui a instauré cela. C'est le Hezbollah qui vous a aidé? Oui, et nous en sommes très fiers. La résistance, c'est ce que nous avons de plus précieux dans le sud du Liban. Oui, fais-leur voir comment la maison a été touchée. Layal veut nous montrer les dégâts faits par les frappes israéliennes. Ça a été détruit, ça? Oui. Un missile a détruit toute cette partie-là. Et cette véranda aussi a été rasée. Puis, quand nous avons été dédommagés, nous avons tout reconstruit. Les habitants de Maïs al-Jabal sont totalement sous l'influence idéologique et financière du Hezbollah. Le parti communique volontiers sur la guerre qu'il mène contre Israël avec le soutien de l'Iran. Mais le Hezbollah est aussi engagé sur un autre front, à la frontière avec la Syrie. Il a envoyé ses troupes combattre aux côtés des soldats de l'armée de Bachar al-Assad, le dictateur syrien. Cet engagement est très critiqué et le Hezbollah n'aime pas que la presse en parle. Ça, c'est le mausolée que j'ai fait construire en l'honneur du martyr de mon fils. Cette femme a perdu son fils, mort pour le Hezbollah en Syrie. Elle accepte de nous parler sans autorisation officielle. Tout ça, je l'ai fait de mes propres mains.
Tout ce que vous voyez là, la décoration, les plantes. D'ailleurs, je vais demander qu'on arrose. Il est là, mon fils Hakim. C'est sa tombe. Son fils Hakim avait 22 ans. Il combattait en Syrie. Daesh l'a capturé, puis exécuté. Quand je viens, je me sens mieux. Mais en même temps, tous mes souvenirs remontent à la surface. Comment étaient les funérailles de Hakim? Tout le Moyen-Orient était présent à son enterrement. Tout le monde. Comme pour tous les combattants morts à la guerre, c'est le Hezbollah qui a intégralement payé les funérailles d'Hakim. Mais pas seulement. Cette grande maison, dont vous ne verrez que le salon, où trône en bonne place le portrait de Nasrallah, a aussi été financée par le Parti de Dieu. Ils nous aident pour la maison, les dépenses du quotidien, les frais médicaux, l'école. Combien vous donne-t-il? À peu près $800 par mois. Chaque famille de martyrs est totalement prise en charge par le Hezbollah. Oui, ils nous aident pour tout. Ce sont leurs enfants qui sont morts en Syrie. Il n'y a pas une maison qui n'ait pas sacrifié un de ses fils à la cause. Que signifie son martyr pour vous? Son martyr, comment vous dire, c'est la dignité, la fierté. C'est un vrai don de soi pour son pays, pour sa patrie, contre Al-Nosra et Daesh. Hakim est au paradis, au plus haut rang du paradis. Nous avons beau parcourir le pays, pas le moindre soldat en vue. Où est donc cette armée invisible qui fait trembler ses ennemis? Grâce à nos contacts, quelque part dans la région de la Beka, nous suivons une voiture jaune. Ici, le Hezbollah est partout. Tout ça, c'est le Hezbollah. Jusqu'à une maisonnette en haut d'une colline. Sur son toit, le drapeau du Hezbollah déchiré par les vents. Nous sommes dans un poste de surveillance qui surplombe la vallée et la frontière syrienne. On communique avec des talkie-walkie. Nous sommes prêts à partir dès qu'on nous le demande. Ces deux soldats sont payés 800 € par mois par le Hezbollah. Ils nous expliquent pourquoi leur armée reste invisible. Nos identités doivent rester secrètes. Le Hezbollah est un mouvement secret. Les combattants du Hezbollah doivent rester invisibles. Dans la rue, nous sommes en civil. Mais nous sommes des guerriers. Dès qu'il faut se battre, nous prenons les armes et on part à la guerre. Ces dernières années, les deux hommes ont combattu en Syrie pour soutenir l'armée de Bachar al-Assad et empêcher les incursions de Daesh au Liban. Le Liban et la Syrie, c'est le même peuple. Nous combattons pour les deux, et pour que les préceptes de l'islam soient respectés, ni plus ni moins. Que pensez-vous du régime syrien? Il est très bon. Le régime syrien est irréprochable. Ce même régime qui tue les gens? Non. Le régime met juste en garde les civils et leur dit de se mettre à l'abri. Ceux qui n'obéissent pas sont des microbes qu'il faut extraire. Ce sont les complices de Daesh. Nous leur infligerons la pire des punitions avec l'aide de Dieu. Le soutien du Hezbollah au dictateur syrien n'a pas bonne presse. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas reçu d'autorisation de tournage. Mais hors de tout contrôle officiel, ces deux soldats nous dévoilent une des théories complotistes de la propagande du Hezbollah. Daesh et Israël sont nos ennemis. Bien sûr, notre plus grand ennemi, c'est Israël. Mais c'est Israël qui nous a amené Daesh. Israël et Daesh, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Daesh, Israël. Qui a inventé Daesh, d'après vous? Les États-Unis et Israël. Les États-Unis et Israël? Oui, ce sont eux qui les soutiennent. Daesh serait donc une création d'Israël et des États-Unis pour détruire les chiites du Hezbollah à l'Iran. Un fantasme efficace pour motiver les troupes. En combattant Daesh en Syrie, ces miliciens ont l'impression de s'en prendre à Israël. La guerre en Syrie, depuis plusieurs années, a aussi des répercussions au nord du pays, à Tripoli. Dans une banlieue pauvre de la deuxième ville du Liban, deux communautés musulmanes, pourtant voisines, ont reproduit dans leur quartier le conflit syrien.
Aujourd'hui, l'armée libanaise maintient un calme fragile entre les habitants. Elle est postée à chaque carrefour du quartier. Tebbané, le quartier des autres, c'est tout ça. Et Jabal Mohsen, chez nous, c'est tous ces immeubles sur la colline là. Nazi et son frère Mohammad sont chiites alaouites et défendent le régime syrien de Bachar al-Assad. Ils se battaient contre leurs voisins sunnites, favorables, eux, à la rébellion et même parfois à Daesh. Dans l'immeuble jaune tout en haut, c'est là-bas que mon cousin a été tué par un sniper. Il s'appelait Nader. Côté sunnite aussi, les plaies sont toujours ouvertes. Rabi a perdu son frère, tué sur ce marché aux légumes. Il a été abattu par un sniper de l'autre camp. Mon frère a voulu traverser par là. Il y avait des tirs, mais ils avaient cessé. Mais il a quand même reçu une balle là. On l'a emmené à l'hôpital et il est mort. Ce conflit fratricide a fait les affaires des trafiquants d'armes. Quelque part dans la nuit libanaise, grâce à des intermédiaires, nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux. C'est cet homme, debout, en arrière-plan. Nous l'appellerons Habib. Habib risque très gros à nous parler. Il restera hors champ de la caméra, vous n'entendrez donc que sa voix. Notre intermédiaire, à la cagoule, fera la traduction. L'échantillon d'armes étalé à nos pieds vaut des milliers de dollars. Ça, c'est un AK-47, avec son chargeur de 40 balles. Vous avez vendu des armes aux combattants alaouites de Tripoli? Habib, tu leur as vendu des armes à Jabal Mohsen? Oui, bien sûr. Oui, il leur en a vendu souvent. Habib est chiite. Il a logiquement vendu ses armes aux combattants chiites alaouites de Tripoli. Ça, c'est un RPG. Habib, ça vaut combien? Ça vaut dans les 2000 $. Le juteux business de Habib n'a pas vraiment de religion. Qui vous achète ces armes? Qui t'achète ça? Tout le monde. Mais qui précisément? Des miliciens des partis politiques. Donc vos clients sont des combattants, pas des civils? Si, on vend aussi à des civils, mais la plupart du temps, c'est à des partis politiques pour leurs factions armées. De quel bord? De tous les bords. C'est bien ça? Oui, de tous les bords. Tout le monde. Habib vend à des chiites, bien sûr, mais aussi à des chrétiens, et même parfois à des sunnites. En fait, il fournit tout le Liban. Il y a des armes partout au Liban. Tout le monde a une arme. Dans chaque maison, il y a une arme. Ça fait partie de la vie ici. Le Liban est une terre de conflits et de troubles. Malgré les tensions que connaît leur pays, de nombreux Libanais expatriés font le choix de revenir s'y installer. C'est le cas de Valdemar, l'architecte. Il vivait à Paris, mais il est rentré pour se rapprocher de ses parents et perpétuer les traditions. Comme souvent le dimanche, toute la famille déjeune au restaurant. Alors ici, on est dans un resto où on vient assez régulièrement. Ça s'appelle Tellet Nasser. Resto familial du dimanche, c'est dans notre fief de la montagne du Mont-Liban du Matin. Tous les Libanais font ça dans toutes les communautés. Jour de repos, jour de repas familial. Dans ce restaurant du Mont-Liban, la région de Valdemar, se retrouve une clientèle à majorité chrétienne. Oui, c'est le baptême de la fille de ma cousine. Oui, d'Espina. Les plats que l'on appelle les mésés sont déposés au centre de la table, puis tous les convives partagent. Alors ça, c'est la gastronomie libanaise en plein. Tout ça, c'est des mésés. Ça, c'est tartare. C'est un tartare de viande, fromage, shanklish, taboulé, salade, fromage blanc, labné. On a 70 plats dans notre cuisine, non? Non, non, beaucoup plus. Tu oublies les mezzés à base d'œufs, de poissons. Ça fait plus de 140 plats. Mais on ne mange pas toutes les variétés aussi. Hein.
Tu as tous les trucs qui ont attrait au viscères et tout, machin. La famille de Valdemar n'est pas au complet. Ses deux frères vivent en France. Maman, dis bonjour à Léo. Mais grâce à la technologie moderne, l'un d'eux partage un peu du repas familial. C'est comme ça qu'on fait à Noël. Alors, oui, quand Ils sont pas là, on met le téléphone et on mange ensemble. Et on dîne ensemble. Léo est médecin comme leur père. Il exerce dans un grand hôpital parisien. Vous êtes fier que votre fils soit médecin comme vous? Oui, Bien sûr. bien sûr. Bien sûr, on préférerait qu'il soit au Liban. Mais l'avenir de mes fils est en France. Et puis, le Liban et la France, c'est pareil. C'est pas loin en avion. Valdemar et sa femme, Ala, ont fait le choix de rentrer au pays pour donner une identité libanaise à leurs enfants. J'étais enceinte de 8 mois, et donc on est venu, j'ai accouché direct. Et c'était pour que les enfants aient la même culture que nous en fait. Je vois ma sœur qui est restée en France. Ses enfants, même s'ils parlent libanais à la maison, ils sont plus français que libanais. Donc on est rentré pour rester proche de la famille, pour voir les grands-parents, apprendre l'arabe et avoir Le Libanais. le libanais. Et avoir cette richesse en fait. Thank you. Merci à toi. Yallah, bon week-end. Ciao. يعطيكم العافية. Merci كثير. Bye. La réunion familiale se poursuit chez Valdemar. Il a dessiné cette maison à flanc de montagne pour lui et ses deux frères. Écoute, c'est un coin où on a grandi, nous. Notre maison était un peu plus haut sur la colline. C'était une forêt. Ici, il n'y avait pas toutes ces constructions. C'est une région qui s'appelle les falaises d'argent. Parce que juste au rebord de ces bâtisses, tout en bas, il y a une grande falaise en rocher calcaireux et tout, comme ça, de cette même couleur. Le bnéné, un petit... Vous voulez un petit café libanais? Tu veux que je le fasse? Non, là, je m'en occupe. Un sujet est sur toutes les lèvres en ce moment. Le million de Syriens qui ont fui la guerre et que le Liban a dû accueillir. Depuis sa terrasse, Valdemar veut nous montrer quelque chose. Vraiment à 50 mètres de chez nous, à vol d'oiseau, on a 5 petites bâtisses où il y a à peu près 900 à 1200 réfugiés syriens qui y habitent, quoi. Et c'est vraiment dans le même quartier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre monstrueux de réfugiés syriens. Ça fait une surcharge démographique pour le Liban. Au niveau économique, au niveau écologique, au niveau environnemental, au niveau social, à tous les niveaux que l'on peut... Il y a un ras-le-bol des Libanais. Oui. C'est beaucoup trop, tu sais. Les Libanais n'en peuvent plus car les réfugiés syriens représentent aujourd'hui 1 habitant sur 6 dans leur pays. C'est dans la plaine agricole de la Beka, à la frontière avec la Syrie, que le phénomène est le plus marquant. Des milliers de tentes blanches, avec des enfants, beaucoup d'enfants. Les ONG présentes sur le terrain estiment que la moitié des réfugiés sont mineurs. Bon nombre d'entre eux sont obligés de travailler pour venir en aide à leur famille. Ils sont garçons de café en bord de route ou apprentis mécanos. Non, il ne va pas à l'école, il n'a pas les moyens, il faut qu'il travaille. Les enfants syriens font le plus souvent des travaux agricoles autour de leur camp. Rahaf a 11 ans. Cela fait déjà 5 ans qu'elle vit dans ce camp. Longtemps, elle a travaillé dans les champs pour aider sa famille. C'était fatigant, bien sûr. C'était sous un soleil de plomb. Je devais faire sans arrêt des allers-retours avec un seau très lourd. Un travail pénible pour 4 € par jour. Rahaf vit dans cette tente avec son père, sa mère et ses 7 frères et sœurs. Entrez, faites comme chez vous. Là, c'est la salle à manger. C'est ici qu'on se rassemble. C'est ici qu'on prend tous nos repas en famille. Et par là, c'est la cuisine, où on prépare à manger. L'ONU donne 230 € d'aide par mois à la famille de Rahaf. Mais tout coûte cher ici, notamment l'eau potable. Alors chaque membre de la famille cherche du travail.
Ma fille travaille pour nous aider aux dépenses, pour la maison. Parfois, mon mari ne trouve pas de travail, mais ma fille, elle, en trouve. Depuis peu, Raaf ne travaille plus. Elle va dans une école qui a ouvert à côté de son camp. Plus tard, je voudrais devenir avocate. Pourquoi? Je voudrais défendre les droits de l'homme. Il y a des gens qui privent les êtres humains, surtout les enfants, de leurs droits. Raaf est en fait scolarisé dans une ONG libanaise qui lutte contre le travail des enfants syriens. Dans ses baraquements, avec ses camarades de classe, elle retrouve la joie d'apprendre, grâce à la musique notamment. Les membres de l'équipe pédagogique, dont le directeur de l'association, Joseph Awad, sont tous libanais. C'est notre droit de retourner en Syrie. C'est ça qu'ils chantent? Oui, ils ont écrit ces paroles eux-mêmes. Ça parle des droits fondamentaux des enfants et de leur envie de revoir la Syrie. Cette ONG libanaise accueille 350 enfants des camps. Elle essaie de leur redonner le sourire, tout en leur inculquant discipline et savoirs élémentaires. Si pour Joseph, le directeur, il est primordial que ces Syriens étudient, Donnez-moi un prénom qui commence par T. Touma! pas question de leur laisser croire que leur avenir est au Liban. Le Liban, ce n'est qu'une terre d'accueil. Leur pays reste la Syrie. Donc on leur parle tout le temps de la Syrie, de leur culture, de leur droit d'y retourner. Parce que vous savez, la plupart sont nés ici et ne connaissent rien de leur pays. Ces enfants pauvres, perdus entre deux cultures, sont des proies faciles. Ils se retrouvent souvent exploités au sein même de leur communauté. Ce n'est pas seulement la faute des employeurs libanais si ces enfants travaillent. Les Syriens eux-mêmes sont responsables. C'est le Shewish, le chef syrien du camp, qui désigne les enfants qui vont travailler. Et chaque jour, ce Syrien prend $1 par enfant au passage. Pour vérifier cette information, nous avons rencontré Hilala. Elle est la Shewish, la chef de ce camp. Comme la plupart des Shewish, elle était installée dans cette plaine bien avant la guerre. Quand ses compatriotes ont fui en masse les combats en Syrie, elle a loué un terrain et a monté ce camp. En tant que chef, Hilala est l'interlocutrice des ONG. Combien y a-t-il de tentes dans ce camp? 60 tentes. Hilala, la Shewish, nous fait rentrer chez Rim. La jeune femme loue cette tente depuis 2012 pour elle et ses 7 enfants. Je dois payer 90 € par mois pour cette tente. C'est moi qui m'occupe de tout. Je collecte les loyers. Mais je ne touche pas à cet argent. Je le donne directement au propriétaire du terrain, qui est libanais. Hilala dit exercer son rôle de chef bénévolement. Mais tous les Shewish ne sont pas aussi désintéressés. Dans d'autres camps, ce sont les Shewish eux-mêmes qui envoient les familles travailler dans les champs. Et ceux qui ne peuvent pas travailler, ils les chassent du camp. Rim peut donc rester dans le camp de Hilala, même si elle n'a aucune ressource, à part les aides que lui verse l'ONU. Ces quelques fèves lui ont été offertes par une voisine. Et la seule chose que son mari lui a laissée en l'abandonnant, elle et ses enfants, c'est cette machine à laver. Je suis à bout, j'en peux plus. Je comprends ta détresse, mais attends, regarde-moi. Tu sais, c'est pas grave de pleurer. Tu as le droit de pleurer, on pleure tous. Moi, je respecte ta douleur. Malgré la dureté de sa vie dans le camp, Rim pense rester pour toujours au Liban. Je ne retournerai pas en Syrie avec ma famille. Jamais, c'est sûr. Mes proches sont morts avec la guerre. Je n'ai plus personne. Il me reste juste Dieu. Si la plupart des réfugiés syriens au Liban déclarent vouloir rentrer chez eux, beaucoup comme Rim n'ont plus grand-chose à retrouver en Syrie. Si certains mendient au carrefour dans les villes libanaises, d'autres ont eu le temps de refaire tant bien que mal leur vie au Liban. Je suis syrien, je viens d'être libre.
Ils sont marchands de légumes, livreurs, vendeurs ambulants de café, de pain ou encore carrossiers. La vie est difficile, les discriminations quotidiennes, mais repartir n'est pas d'actualité. Je ne repartirai plus, je ne repasserai jamais cette frontière. Dans la partie chrétienne de la ville de Hadad, une banlieue de Beyrouth, la mairie est fière de montrer qu'elle emploie des Syriens. Georges Haddad est membre du conseil municipal. Voilà des travailleurs syriens qui travaillent pour la municipalité. Et pourquoi vous avez pas pris des Libanais? Il y a des choses que les Libanais ne font pas. C'est un peu dur le travail et c'est réservé aux Syriens. C'est comme ça. C'est une main-d'œuvre moins chère. Et ils sont payés combien? 25 à 30 $ par jour. Mais à Hadad, tous les Syriens ne sont pas logés à la même enseigne. Nous partons en patrouille avec Georges et sa police municipale. On passe à côté du café là-bas. Vers le stand de primeurs? 3000 Syriens s'étaient réfugiés dans cette petite commune de 50 000 chrétiens. Alors la mairie a mis en place une série de mesures drastiques pour qu'ils ne prennent pas le travail des Libanais. Comment tu vas? Que Dieu te garde. Avant les mesures municipales, c'était exploité par des Syriens. Peut-être il y avait ici une famille entière qui exploitait ce petit commerce. Il n'y a plus de Syriens ici. Et vous l'avez rendu à une commerçante libanaise? Oui, voilà. L'heureux élu, c'est cette femme. Sans eux, c'est mieux. Pourquoi? C'est quoi le problème? Comment je peux lui expliquer en arabe? Oui, explique-lui en arabe. Le problème, c'est qu'ils font tout pour profiter de notre pays, pour prendre tout ce qui est possible du Liban et l'envoyer en Syrie. La marchande de légumes est aux anges d'avoir récupéré ce commerce. Et les affaires ont l'air plutôt bonnes. Nous remarquons ce petit garçon qui travaille dans sa boutique. Et lui, il est syrien? Bah oui. Il travaille ici tous les jours? Non, il jette juste les papiers. Seulement. Pourtant, l'enfant porte des charges beaucoup trop lourdes pour son âge. La commerçante exploite sans aucune vergogne ce petit Syrien. Ça ne vous gêne pas qu'il travaille et qu'il ne soit pas à l'école? Qui ça? Lui? Non, c'est pas mon problème. C'est son pays qui doit le prendre en charge, ça me regarde pas. Mais il devrait plutôt être à l'école. C'est pas mon problème, je ne sais pas. Les mesures de la municipalité peuvent sembler sévères, mais Georges Haddad ne fait qu'appliquer strictement la loi libanaise. C'est un arrêté ministériel. Il y a des professions et des commerces et des métiers réservés aux Libanais. Il y a une préférence en fait. Oui, voilà. Préférence nationale. Oui. C'est pour protéger les ouvriers, les commerçants libanais. Alors quel type de métier peut faire un Syrien alors? C'est justement dans la construction et dans l'agriculture. Donc il peut être ouvrier du bâtiment? Oui. Et travailler dans les champs? Voilà. Et c'est à peu près tout? Oui. Si Georges est impitoyable avec les Syriens, c'est, dit-il, pour protéger les chrétiens. En nombre, on est maintenant à 35% de chrétiens et 65% de musulmans. Avec les Syriens, ça va monter. Ça crée un déséquilibre. Voilà. Il y aurait plus de tensions, peut-être il y aurait un accrochage. La crainte de nouvelles tensions, car la guerre civile passée et l'occupation par l'armée syrienne du pays ont profondément marqué ce fief chrétien. C'est un immeuble qui a été touché durant la guerre de 90 par l'armée syrienne. Donc ça a marqué les gens ici, la guerre? Déjà, on a 1000 martyrs. 1000 morts, vous voulez dire? Oui. Non, pas des morts, des martyrs. On les appelle comme ça. La guerre contre les Syriens a laissé des traces sur les murs de la ville, mais aussi dans les mémoires. Alors la mairie de Hadad n'a pas seulement privé les réfugiés de travail. La police municipale les a délogés et expulsés, comme de cet immeuble vétuste. Dans chaque appartement, il y avait 2 ou 3 familles ici. Pour la mairie de Hadad, il est aujourd'hui largement temps que les Syriens retournent dans leur pays. Il y a des zones sécurisées en Syrie. Maintenant, la guerre en Syrie, c'est juste 5 ou 7% du territoire syrien. Le reste, c'est sécurisé.
les Syriens présents ici au Liban n'ont plus de raison de rester ici, ce ne sont plus des réfugiés. Non, du tout. Alors pourquoi ils restent? Pour des raisons économiques. Eh, j'espère que tu leur as pas parlé de ma femme. Non, pourquoi? Bah, parce qu'elle est syrienne. Malgré les problèmes liés à la crise des réfugiés, malgré de nombreuses années de guerre et de tensions religieuses, ce pays a su conserver son art de vivre. Les Libanais n'ont jamais perdu le goût de la fête. Toutes les communautés, sans distinction, aiment sortir. Vive le Liban! À la nuit tombée, les bars se remplissent. Et les boîtes de nuit font le plein. Dans ses bureaux extravagants, le pape de la nuit béroutine prépare sa soirée. Michel Eleftheriades possède plusieurs établissements dans la capitale. Il affiche sa réussite, y compris sur les murs. Dans le Der Spiegel allemand, il y a eu énormément d'articles un peu partout dans le monde. Ça, c'est le Los Angeles Times. Ça, c'est le magazine numéro 1 de Serbie, El Mundo. Michel est intarissable sur lui-même. Ce mondain touche-à-tout se voit comme un artiste. Il est producteur de musique, mais aussi homme politique, compagnon de route du président libanais, le général Aoun. Alors, les gens passent sous mon portrait. Michel aime la célébrité. Il collectionne sa propre image. Ça, c'est des gens qui devinent un peu mon narcissisme et ma mégalomanie, qui me ramènent des portraits. Là, il y a un portrait de moi, mais où il m'a vraiment déformé, donc je le cache. Si tu veux filmer le tank. Dans sa folie des grandeurs, Michel ne pouvait pas avoir une voiture comme les autres. Allez-y. Le baron de la nuit se rend dans une de ses discothèques. Celle-ci est ouverte uniquement l'été. Quand j'ai commencé le music-hall d'été, c'était au moment où il y avait Daesh qui commençait, c'est-à-dire 2011, et la guerre en Syrie et tous ces trucs-là. Alors j'ai fait une sorte de bunker, comme les barrages pendant la guerre. Ils empilaient des containers et derrière la vie continuait. Ce pied de nez à la guerre est en fait un cabaret plutôt chic, où vient s'encanailler la bourgeoisie béroutine. Sur scène se produisent en live une douzaine d'artistes, des stars locales, mais aussi des chanteurs internationaux. Et le concept cartonne. Ah, ça va? Michel a encore fait le plein ce soir. On vient de tout le Proche et Moyen-Orient pour faire la fête dans ces clubs. Ça, c'est Salah. Lui, c'est l'homme le plus riche de la soirée. Il est koweïtien. Pour Michel, cette culture de la fête au Liban est un trait d'union entre les différentes communautés. C'est dû au fait qu'il y a une grande communauté chrétienne. Il n'y a pas le côté tabou de l'alcool, de faire la fête. Et les autres communautés libanaises, à force de vivre avec des chrétiens et tout ça, ont un peu le même mode de vie. Les clients de Michel viennent chercher chez lui une manière d'alléger les angoisses du quotidien. On a vécu la guerre, on est passé par beaucoup de choses difficiles. Mais on aime toujours la vie, on veut s'amuser, on veut vivre pleinement. On a tellement de problèmes, les ordures, l'électricité, l'eau, mais on est heureux d'être ensemble et de s'amuser. Michel est bien placé pour savoir que rien n'arrêtera les Libanais de danser. Mes parents avaient une sorte de club sur les hauteurs de Beyrouth. Et il y avait la fête même quand il y avait des bombardements. Et parfois même, en été, on faisait des soirées sur la terrasse, on pouvait voir les obus voler. Le Liban est une mosaïque complexe. C'est un pays en équilibre sur un fil, qui s'adapte comme il peut au fracas de la région. Un pays debout, malgré tout.